Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé, Taxi Presse de ce mercredi. C'est avec le grand citoyen d'État Tchakala Alirou, Olivier Adja, Isidore Akolor et Jean-Paul Agbo. À l'été, nous reviendrons sur la situation politique de notre pays. Nous nous interrogerons sur le rôle que joue concrètement au Togo la communauté internationale, la CEDEAO et le G5 dans le collimateur de la C14, un petit peu aussi du pouvoir de Fort Gnassingbé, la CEDEAO qui demande au gouvernement togolais de ne prendre en compte que le rapport de leurs experts constitutionnalistes. Alors, que se passera-t-il à l'Assemblée nationale dans les prochaines heures? On reviendra sur le sujet, d'interroger nos confrères sur ce qu'ils pensent justement de ce sujet. Et puis on parlera également de l'économie avec la prédominance étrangère dans l'économie togolaise. Retour en studio avec mes confrères. Bonjour Isidore Akolor. Bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien? Pas mal. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour mon grand citoyen d'État Olivier Adja. Oui, bonjour cher grand citoyen d'État Saint-Tété, Eric Gator. Et bonjour aussi à tous ceux qui sont à l'écoute. Oui, et qui sont à bord de notre sympathique taxi ce matin, où il fait bon vivre. La température est un petit peu à 19 degrés, pas mal. Enfin, on est en Afrique quand même. Merci à la diaspora qui nous écoute ce matin. Bonjour mon grand citoyen de Tchakala Alirou. Bonjour grand citoyen d'État Saint-Ric. Bonjour à Olivier, Isidore et puis Jean-Paul. Et bonjour également à toutes celles et tous ceux-là qui sont à l'écoute. Merci d'être avec nous ce matin. On permettra à Jean-Paul de s'asseoir confortablement. Bonjour Jean-Paul Agbo Arolé. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoints. Je voudrais commencer l'émission par un élément économique. L'économie togolaise, on en parlait encore il y a quelques jours, quelques semaines, 2 semaines environ, où on évoquait le cas des banques. Aujourd'hui, le sujet que nous relevons concerne la prédominance étrangère dans l'économie togolaise. La question va être quand même drue. Est-ce que c'est un frein ou un atout pour notre économie? Je vais commencer par vous. Avant que Olivier ne prenne la parole, je voulais juste dire qu'il faut qu'il se faussier dans la kiosque depuis ce matin. Oui, bien sûr. Ah oui, vous savez, tu viens d'arriver, c'est vrai. Il n'est pas parvenu. Non, j'ai eu le journal. On en a parlé le matin. Merci beaucoup Jean-Paul Agbo pour cette info dans les kiosques ce matin. On en a parlé le matin. Vous avez suivi? D'accord. La qualité bien donnée. On va d'abord évoquer aussi quelques sujets sur l'apparition de Focus Info tout à l'heure. Oui, maintenant, Olivier Adja. Est-ce que la forte présence étrangère dans l'économie togolaise constitue un frein aujourd'hui ou un atout véritable? Non, moi je dirais que votre question est éminemment technique et en réalité ce sont les techniciens qui devraient faire ce travail-là et nous éclairer. Nous, on ne peut que faire des approches et faire des analyses qui ne sont pas forcément donc celles que peut faire un technicien de l'économie. Et c'est ça aussi le mal africain ou togolais, c'est que nos intellectuels, donc nos élites ne nous aident pas beaucoup. Peut-être qu'ils ont leur raison, mais ailleurs, voilà, on aura donc des publications sur la question de gauche à droite. On aurait eu des conférences des conférences débat sur la question, mais c'est rare dans notre pays, si bien que c'est les journalistes qui sont devenus dans tous les domaines des techniciens. Oui. Et je dirais c'est malheureux, même si au pays des aveugles, nous sommes devenus donc des bornes qui sont rois. Mais si vous posez la question à certains, ils vous diront que c'est une bonne chose, parce que on a besoin des investissements étrangers pour faire avancer donc l'économie, pour permettre au développement de prendre son impulsion. Mais dans certains secteurs, on vous dira que il faut pas avoir trop d'investisseurs ou trop de financement étrangers, donc dans certains secteurs. Quels sont ces secteurs-là? Alors on va s'intéresser aux banques et aux assurances. Bien sûr, c'est là où je voudrais en venir en réalité. Absolument, c'est ça on vous parlera. Quand on confie, je dirais pas toutes les banques, il y en a quand même une grande partie qui est quand même,
gérées aujourd'hui par des banques étrangères. Les assurances, pareil. Est-ce que il n'y a pas un risque? Ouais, je pose la question. Il doit avoir un risque. Hein. Toute chose a ses avantages et ses inconvénients, ses revers. Donc, certainement qu'il y a des risques, mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des avantages. L'un des risques, peut-être, c'est le fait que ces gens-là, un jour, décident de se retirer de nos institutions. Donc, vous comprenez que si on n'a pas d'autres investisseurs, et peut-être nationaux ou étrangers, qui pourraient prendre leur relève, on risque donc de connaître des situations difficiles. Mais quand même, ces banques sont en difficulté aujourd'hui. Il ne faut pas oublier, il faut rappeler aussi que la plupart de nos banques, surtout d'État, connaissent des difficultés et soit elles doivent fermer, soit on doit les privatiser, ou soit l'État doit encore réinjecter des fonds. Donc on a décidé de les privatiser et c'est de bonne guerre après tout. Tchakala Alero. Oui, mais on doit beaucoup s'inquiéter. Le Maroc est un peu partout sur le continent et il a une forte présence au Togo aussi dans les banques et dans les assurances. Oui, est-ce que ça doit inquiéter en réalité? Oui, ça doit inquiéter parce que quand tout ce qui fait votre puissance économique est dans les mains, se trouve dans les mains des étrangers, c'est naturellement que ça inquiète à un haut point. Mais malheureusement au Togo, on semble s'accommoder de cette trop forte intrusion des étrangers dans notre économie. Donc, au-delà même de ces étrangers-là, est-ce que ces étrangers-là n'ont pas des accointances très poussées avec certains de nos responsables, certains de nos dirigeants ici? Allez y voir ces banques-là qui ont été privatisées. On vous dira que tel baron ou tel grosse pointure du régime à tel pourcentage d'actions dans les choses. Donc, au-delà de ça voir... Ça n'est pas interdit par la loi. Hein. Oui, mais au-delà de... Non, c'est à défaut de dire que c'est à 100% détenu par les étrangers. Il faut voir aussi la part qui revient de droit aux nationaux, ceux-là qui ont les moyens. Donc, je crois que ces privatisations, est-ce qu'elles se font dans des conditions idéales? Est-ce qu'elles se font dans des conditions normales? Mais ailleurs, quand on interdit à ce que toutes les banques ne tombent dans l'escarcelle des étrangers et que ici, c'est le contraire qui se fait, là, ça pose un tout petit problème. Le problème, bon, est-ce qu'on le fait parce que ces banques-là ne peuvent pas être relevées? Est-ce que l'État n'a pas les ressources, les moyens nécessaires pour mettre de l'argent pour que ces banques-là soient relevées et qu'on doit tout laisser tomber sous la coupe de la privatisation? C'est autant d'interrogations. Quand vous prenez les assurances, quand vous prenez les banques, c'est le même mode opératoire. Donc ça inquiète, mais ces étrangers-là, ces Marocains qui viennent tout prendre ici, au-delà même des Marocains, il y a aussi des Français aussi qui s'essayent dedans. Maintenant, leur acquaintance avec certains nationaux, est-ce que c'est à mettre, c'est à négliger? Je ne pense pas. Donc, un pays qui repose entièrement dont l'économie se repose entièrement sur les étrangers. Je crois que ça doit être une économie fragile, un pays aussi très fragile, un pays qui doit dépendre des autres. Donc, quand ces gens-là viennent aujourd'hui à décider de fermer, de partir, vous voyez un peu ce que cela peut engendrer comme drame humain et économique. Donc, moi, je sais pas des trucs, des options à encourager. Très bien. Jean-Paul Labou, d'abord, sur cette forte présence étrangère dans l'économie, notamment par les banques et les assurances. Qu'est-ce que vous en pensez? La question part d'un postulat et le postulat est très clairement même exprimé dans la question. La prédominance des étrangers dans l'économie togolaise. Bien sûr. Je ne sais pas sur quelle base on dit que les étrangers sont prédominants dans l'économie togolaise. Il me semble que aujourd'hui, le tissu économique togolais est tenu d'abord par les Togolais. Les PME, les TPE, etc. C'est eux qui constituent la plus grande partie du tissu économique togolais. C'est vrai que dans certains secteurs, c'est pour ça la précision était importante, dans certains secteurs, notamment dans l'industrie, dans les mines et peut-être dans les banques assurances, il y a beaucoup
d'étrangers. Et puis même quand on dit étrangers, de quoi on parle? On parle de capitaux étrangers, on parle de quoi? De dirigeants étrangers, etc. Tout ça, il faut être précis là-dessus. Donc, prédominance des étrangers dans l'économie togolaise, je ne pense pas. Les Togolais, c'est les premiers investisseurs dans l'économie togolaise. Maintenant, est-ce qu'il y a beaucoup de capitaux étrangers, y compris dans les grands, dans les grands secteurs, enfin des secteurs importants comme encore une fois les mines, les industries, oui. Non, vous comprenez très bien qu'on parle de capitaux en réalité quand on parle de la prédominance dans l'économie togolaise. Oui, oui, quand on parle de capitaux, encore une fois, même si on parle de capitaux étrangers, je ne suis pas sûr que les capitaux étrangers investis au Togo dépassent ce que les Togolais investissent eux-mêmes dans l'économie togolaise. Parce que en réalité, souvent dans ce genre de discussion, quand on parle d'économie, on parle de capitaux, on parle d'entreprises, les gens ont en tête les grosses boîtes. C'est pas les grosses boîtes simplement qui font l'économie, c'est surtout et d'abord les petites boîtes, les PME, y compris même ceux qui sont dans l'informel. C'est les femmes au marché qui ont des établissements qui vont à Dubaï, qui vont à ceci, c'est Taxi FM, c'est Focus Info, c'est Arakiri, etc., etc. Donc, c'est eux qui constituent d'abord la plus grande partie du tissu économique. Maintenant, est-ce que c'est un atout qu'on ait des capitaux étrangers? Bien sûr, moi, je ne comprends pas que ça puisse être une polémique, parce que dans tous les pays du monde, les dirigeants se battent pour attirer des capitaux étrangers, pour justement développer les économies, créer des richesses, créer des emplois, tout ça. Donc ça ne peut pas être un souci. Maintenant, si on dit qu'il y a des secteurs qu'il faut protéger et encourager, parce que on a un savoir-faire. Parce que le débat est à ce niveau également. On a un savoir-faire particulier. Protégeons-nous notre économie vis-à-vis des capitaux étrangers. Oui, c'est là où j'en venais. C'est-à-dire que il faut aussi rappeler qu'on est dans une économie libérale. Si on veut demain n'importe qui, un investisseur vient, il investit là où il le souhaite. On est dans une économie libérale. Simplement, on peut considérer que sur ce secteur, sur ce produit, sur cette catégorie de services, on a un savoir-faire particulier où on veut donner la chance uniquement aux Togolais. On dit que seuls les Togolais peuvent y investir. Mais on est en train de débattre, citez-moi combien de secteurs il y a où on peut dire qu'il n'y a que des Togolais. C'est un choix politique qui peut être fait. Mais je suis convaincu même que si ce choix est fait, ça peut être critiqué légitimement d'ailleurs. C'est pas ça le sujet. Donc, pour moi, je n'ai pas de... Mais ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que d'abord que les fonds qui sont investis soient des fonds transparents, qui ne soient pas de blanchiment. Et puis que dans certains secteurs, il faut peut-être aussi protéger le marché de l'emploi togolais, exiger, comme ça se fait dans certains pays, que si vous investissez dans tel secteur, vous voulez prendre telle part dans telle activité, il faut nécessairement que vous ayez un quota, un quota de Togolais d'abord dans votre actionnariat, ensuite un quota de Togolais parmi vos salariés. Très bien. Je prends le compte-pied de mon ami Jean-Paul. Il y a lieu de s'inquiéter, énormément s'inquiéter, parce que quand on parle de l'économie, c'est avant tout les services aussi. Le commerce aujourd'hui est en lambeaux. Les Togolais n'existent plus dans le commerce. Que sont devenus nos nanabins qui faisaient la fierté des Togolais? Aujourd'hui, elles sont décimées. Elles faisaient la fierté du Togo. Mais la faute est à qui? La faute est au gouvernant. Pourquoi on les appelait nanabins? On les appelait nanabins parce qu'il fut un moment où il y a des gens qui voulaient organiser un sommet. On n'a pas de véhicule. Ce sont ces dames-là qui ont prêté leurs benz au gouvernement. Aujourd'hui, mais elles sont en lambeaux. Et elles influaient sur le wax à l'époque. Aujourd'hui, le marché du wax s'est déplacé en Côte d'Ivoire. Il y a lieu de s'inquiéter. Prenons les institutions. Il faut faire le lien entre s'inquiéter et le fait que c'est la faute au gouvernement. Mais parce que c'est le gouvernement qui n'a pas su protéger. Non, c'est parce que le gouvernement qui n'a pas su protéger les nanabins à l'époque.
Et ils sont venus et les OVI, vous vous souvenez, les Chinois sont rentrés dans ce commerce et pirataient les designs, les motifs qui ne sont pas protégés. Mais c'est ça. Aujourd'hui, mais faites un tour au marché. Vous avez le sentiment qu'on ne protège pas suffisamment les opérateurs économiques Pas du tout. Au Togo. Pas du tout les opérateurs économiques. Allez au grand marché, vous allez voir que c'est détenu par, je ne suis pas xénophobe, mais les Nigériens, les Libanais. Les Libanais. Mais les Togolais n'ont plus le monopole, enfin pas le monopole, mais ne sont plus des grossistes, sont devenus des détaillants. Il y a lieu de s'inquiéter. Prenons les banques, parce que c'est là où... Oui, bien sûr. Mais il y a des gens devait se retourner par 2 fois dans sa tombe. Parce que quoi? Mais quand il est... Ça, peut-être que vous ne le maîtrisez pas. Quand on avait lancé la grève illimitée, c'était une certaine banque NCA qui avait sauvé le gouvernement togolais parce que c'était une banque togolaise. Aujourd'hui, combien sont ces banques togolaises? Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, ces banques secondaires prêtent à un taux dérisoire, 4%, 3% auprès des banques premières, et empruntent à un taux usurier, 10, 12, voire 14%. Sans cela il y a lieu de s'inquiéter. Très bien. Merci beaucoup Isidore Akolor. Il y a quand même quelques réactions. Il y a un auditeur qui me dit que l'économie togolaise est détenue par les étrangers. Le gouvernement préfère appauvrir les Togolais, c'est ce qu'il pense et il est dit, pour bien les dominer et les tromper avec 2000 francs au moment des campagnes électorales, nous dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit que ne cherchez pas loin pour la chute de la Nabinz. C'est la cause des incendies des marchés pour affaiblir... Ça a commencé bien avant. Ça qu'on a fait bien avant. Il y a une autre réaction d'un auditeur, mais avant peut-être, Chakala, vous voulez prendre aussi la parole sur le sujet. Je donne la parole ensuite à Olivier. Non, pour les banques, je crois qu'il y avait une banque quand même qui faisait la fierté des Togolais. C'était la BTD qui n'avait aucun problème. Et subitement, on a décidé de transformer cette banque en Aura Bank avec une forte prise étrangère là-dedans. Et allez-y comprendre ceux-là qui sont les actionnaires, je le dis et je le fredonne parce qu'il y a des indices concordants qui attestent que vraiment il y a des gens qui sont haut placés, qui ont fait en sorte que la BTD devienne Aura Bank pour que ce soit leur propriété. Donc vous voyez, quand on n'arrive pas à protéger ce qui doit être notre fierté nationale, quand on n'arrive même pas à gérer, à pousser les nationaux, à quand même à avoir une assise dans l'économie nationale, c'est ça. Quelqu'un a dit tantôt que non, on le fait à des fins politiques. Moi, je ne suis pas... Je renchéris en disant que non, on a cette facilité-là d'appauvrir les Togolais parce qu'il faudrait qu'ils soient dans le besoin. Et quand les occasions ponctuelles viennent quand même, on essaie d'éjecter un peu de sous, histoire de dire que bon, il y a un généreux quelque part qui, entre-temps, a essayé de soulager les peines des Togolais, la misère des Togolais. C'est ça qui est un peu pervers, c'est ça qui est tout... Cela relève d'un cynisme au niveau de ceux-là qui nous gouvernent. Donc, ils ne sont pas sérieux, ils veulent que toute l'économie du pays repose. Quand on dit que non, l'informel, l'économie, c'est l'informel, oui, l'informel, mais dans quelles conditions ces gens-là arrivent aussi à marquer leur territoire? Quand ces gens-là vont pour demander des prêts, vous voyez un peu ce que cela... ça, c'est pas la photo aux étrangers. Non, mais si l'État était sérieux, pour encourager ce secteur-là, on dirait que non, faites des prêts à tel taux. Est-ce que l'État accompagne ces gens-là comme ça? Non, c'est les étrangers, ils sont venus. Non, de vous à moi, dans certains pays, on dit que c'est une banque. On accompagne. Non, Sakalasi, c'est une banque nationale. Oui, c'est une banque nationale. Mais c'est ça le danger, on n'a plus de banque nationale. On n'a plus de banque nationale. Si c'était une banque nationale, on pose des conditions. Voilà, nous voulons quand même que le secteur informel soit une force économique dans le pays. Là, on a des conditions à imposer à ces gens-là. Et ça va prendre. Vous pensez qu'aujourd'hui, on va demander à Aura Bank ou à la BESIC ou bien à Tidia, à Fabank d'aider le secteur informel à aller
sous quelles conditions ces gens-là sont venus pour faire des affaires. Donc, ils ne peuvent pas adhérer à ce que vous leur imposerez. Donc, le grand danger, il va partir les bénéfices, il va partir tout. C'est normal, quand je fais des affaires, rien ne reste. Un autre quand même. Oui, rien ne reste. On a vu toujours les Libanais tout puissants. Quelle structure on peut pointer du doigt que non, c'est tel Libanais qui a fait telle structure. À part, bon, mais il y a l'hôtel qui ne tient plus, et puis il y a deux petites structures. Ils ont une fixation. On vient, on amasse, on fait fortuner, là, on amène ça à notre Vous avez des craintes aujourd'hui que lorsque tous ceux-là quitteront le Togo un jour, notre économie sera à terre. Il y a un auditeur qui nous dit, bon, il n'y a rien, hein, je vous pose la question juste. Alors, il y a un auditeur qui nous dit, oui, pour qu'il y ait des étrangers et des capitaux étrangers au Togo, mais le mal, c'est que le Togolais ou les Togolais sont essentiellement relégués au secteur informel avec tous les harcèlements dont ils font l'objet de la part de l'OTR. On préfère faire des facilités aux opérateurs étrangers au détriment des locaux, zone franche avec des facilités douanières, avec le non-respect du SMIG et des règles élémentaires de travail, dit cet auditeur. Il y a des Togolais dans la zone voilà, franche. C'est à quoi je vais. La zone franche n'est pas créée seulement pour les étrangers. Les Togolais aussi peuvent donc évoluer dans la zone franche. Il suffit que... Et ils y sont. Oui, bien sûr, je sais qu'il y a plein de Togolais. Oui, mais tu c'est peux y pas être une aussi, question d'étrangers, c'est une question de volonté. Si moi je veux inscrire mon entreprise dans la zone franche, personne ne me dirait non. Donc, il y a ces avantages aussi et ces inconvénients de toutes les façons. Mais moi, j'aimerais peut-être inscrire le débat à deux niveaux. J'ai essayé de jeter un coup d'œil sur Internet. Oui. Et on prend le cas du Royaume-Uni, qui depuis 1980 a ouvert son économie à des investissements étrangers directs. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le Royaume-Uni a décollé dans plusieurs domaines, mais aussi connaît aujourd'hui des difficultés à cause du Brexit parce que, étant donné qu'ils ont décidé donc de quitter l'Europe, donc les investisseurs ont aussi décidé de quitter le Royaume-Uni. Et c'est là peut-être les risques. Mais c'est une politique nationale du gouvernement. Moi, quand on prend le gouvernement togolais, je dirais bien que nous avons besoin absolument des capitaux étrangers, dans tous les domaines d'ailleurs de notre économie. Mais il faut avoir une politique... Est-ce que tout cela est protégé suffisamment? Oui, c'est ce à quoi je viens. Il faut avoir une politique de promotion d'abord des nationaux, et aussi de protection de certains domaines. Excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce que vous savez aujourd'hui que c'est compliqué d'avoir le code d'investissement du Togo? C'est compliqué et c'est là, c'est-à-dire... Ce code est vieux de plusieurs années, mais qu'on a difficilement. Absolument, et c'est là qu'il faut interpeller les autorités. Par exemple, je vous cite par exemple les avantages les avantages des investissements étrangers. Vous avez par exemple le fait que quand un étranger vient injecter son argent dans une entreprise ici, qu'est-ce que ça fait? Ça permet à l'entreprise d'être compétitive. Bien sûr, si tu as une entreprise de 10 000, quelqu'un vient mettre 100 000, vous n'avez pas à me dire que... La compétitivité vient des coûts de production. Je vous donnerai la parole, excusez-moi, je voulais qu'il termine. C'est le capital qui permet... C'est le capital qui permet d'agrandir son entreprise. Si vous avez beaucoup de capital et vous avez des ambitions, vous pouvez réaliser ce rêve d'être compétitif. Ça vous permet aussi de s'ouvrir, pourquoi pas sur le plan étranger, parce que l'étranger qui vient peut vous aider à aussi aller écouler vos produits, peut-être dans son pays, d'où il vient, ou sous d'autres cieux. Lorsqu'on est unis, on est plus fort. Là, on l'a dit assez. Maintenant, il y a les risques, je reconnais qu'il y a les risques. Et l'un des risques d'abord, c'est que ça peut porter atteinte à la souveraineté du pays d'accueil. Parce que certains étrangers, certains capitaux deviennent vraiment des risques pour certains pays parce qu'il y a des investisseurs qui prennent beaucoup de place et qui parfois même décident de qui va gouverner ce pays et de qui ne va pas le gouverner. Oui, des lobbies. Absolument, des lobbies. Voilà un exemple peut-être qu'on peut classer parmi ces risques-là. Maintenant, je vais terminer peut-être avec un deuxième exemple, c'est que il y a aussi la répartition inéquitable des bénéfices. Parce que les étrangers, comme ils ont plus d'argent, en tout cas d'investissement dans les entreprises,
ils ont plus, ils rapatrient la plupart de l'argent que... Alors, et c'est ça le risque, ce que craint. Absolument, mais un jour où les avantages sont plus nombreux. Oui, bien, le jour où tous les investisseurs décideront ils ne peuvent pas décider tous de partir. Pourquoi ils vont décider tous de partir? Il faut analyser tout quand même. Oui, vous n'allez quand même pas nous refuser cela. Il y a un auditeur qui nous dit, par exemple, que concernant les banques, que ce n'est pas seulement les bénéfices qu'elles rapatrient, elles raclent l'argent produit au Togo pour aller investir dans d'autres affaires. Ouais. Le Togo n'en profite pas. Olivier a raison, dit l'auditeur, promotion des nationaux plus protection. Voilà. Mais je voulais rebondir sur la compétition. Je vous donnerai la parole tout à l'heure. Mais nous allons marquer une pause, puisque c'est l'heure de la publicité. On va marquer une pause, ça durera à peine 1 minute. Je ne sais pas si notre technicien nous suit qu'il est l'heure pour la pause. Nous allons marquer une pause et on se retrouve tout à l'heure pour la suite du débat. Retour en studio pour la seconde partie des Taxi Presse avec Tchakala Alirou, Olivier Adja, Jean-Paul Agbo à Roleté et Isidore Akolo. Jean-Paul, c'est vous qui devez avoir la parole maintenant. Oui, d'abord pour dire que moi je persiste et je signe là-dessus, les premiers investisseurs dans l'économie togolaise, c'est les Togolais, ce n'est pas les étrangers. Et il n'y a pas de prédominance étrangère. Je dirais même qu'il n'y a pas trop plein de capitaux étrangers dans notre pays. Moi, je trouve même qu'il n'y en a pas suffisamment et qu'il faut les attirer. Susciter davantage d'investissements de nos nationaux, mais aussi attirer les investisseurs étrangers. Le débat, des fois, est difficile parce que tout est vu à l'aune du fait que il n'y a pas alternance, que c'est le même ou que les gens veulent avoir toujours. Lorsque c'est ça, il n'y a plus de débat possible, puisque quel que soit l'argument que vous avancez, l'argument peut être chiffré, peut être basé sur des faits, on vous oppose le fait que, non, avec ce raisonnement aussi, ça ne, pour moi, ça ne crée pas un sentiment. En même temps, c'est une réalité, je le refuse pas, mais ça ne peut pas... Pour moi, je vous donnerai la parole. Pour moi, ça ne peut pas tout expliquer. Parce que ça crée quoi? Ça crée un contexte, un environnement de pessimisme. Vous parliez tout à l'heure du fait qu'il y a des étrangers au marché et tout ça. Je vous confirme, il y a beaucoup, je ne veux pas donner l'exemple de ce Nigérien que j'ai connu il y a une dizaine d'années qui venait me vendre des CD, etc., qui était là, qui venait dire, grand frère, prenez-moi, qui aujourd'hui est entre Dubaï, Hong Kong et tout ça. Tout ça pour dire quoi? C'est-à-dire, lorsqu'on crée un contexte de pessimisme, où on explique aux gens que rien n'est possible, ce n'est même pas la peine de se lever le matin et d'aller se battre parce que ça ne servira à rien. Ceux qui sont là, et c'est leur faute et tout ça, vous n'y arrivez jamais. Dans le même temps, il y a des gens qui viennent de l'étranger, qui voient dans notre pays des opportunités et ils les saisissent. Je ne nie pas des difficultés. Qu'on ne ose pas suffisamment en réalité au Togo et que c'est de vrais problèmes. Oui, je dis pas qu'il n'y a pas de difficultés. Ce que je dis, c'est que on ne peut pas estimer qu'il y a trop d'étrangers qui viennent se battre, faire du business. Il y a des Togolais aussi qui sont à l'étranger, qui font du business. Il y a des Ivoiriens au Mali qui font du business. Il y a des Maliens au Sénégal qui font du business. Ne nous concentrons pas sur ce genre d'état. Levons-nous le matin, battons-nous. Si on n'y arrive pas, s'il y a des obstacles, battons-nous pour lever ces obstacles. S'il y a des entraves, battons-nous pour que ces entraves soient levées. Et ne résumons pas tout au fait que quelqu'un ne veut pas qu'on réussisse. Bien. Non, moi, je ne voulais pas politiser le débat parce que j'avais donné l'exemple de Yadema qui protégeait le marché togolais à l'époque. Peut-être on a dit que le contexte n'est pas le même. Mais quand même, je m'en donne pour preuve Donald Trump qui aujourd'hui protège le marché américain, qui pourtant était l'économie la plus libérale à l'époque. Mais quand Trump s'est rendu compte que bon, toutes les industries sont délocalisées vers la Chine et que les produits chinois venaient doper le marché américain, il a commencé par les protéger. Sans cela, la responsabilité et le rôle régalien de l'État de pouvoir protéger la consommation intérieure. Permettons qu'il aille jusqu'au bout de son raisonnement. Je vous donnerai la parole si on en prend pas le temps. J'ai juste 4 minutes encore. Ce qui fait rappel des années 80, 70-80, les Togolais produisaient. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne donne plus de l'investissement aux Togolais. Mais les banques
quand vous y allez, aujourd'hui, les banquiers font plus confiance aux étrangers qu'à un Togolais. C'est ça. Non, c'est pas parce qu'ils sont plus sauvables, mais c'est parce qu'ils ont un lobbying. Ils ont un lobbying qui marche. Vous allez dans une banque, vous voulez faire un prêt, on va vous demander des fonciers que vous n'avez pas, des cautions que vous n'avez pas. Et quand, excusez-moi le dire, un Libanais se pointe, mais le même jour, on lui octroie le fonds. Qu'est-ce qui se passe? Parce que nous n'avons plus de banque nationale. Avant, il y a des gros fonctionnaires, enfin des cadres qui au moins faisaient des prêts et donnaient un peu à leurs femmes de faire leur activité. Aujourd'hui, même les 4A1 ont du mal à avoir des prêts bancaires. Allez-y fouiller. C'est ça le grand problème. Maintenant, je voulais rebondir sur la compétitivité. Très rapidement. La compétitivité dont parlait dont parlait Olivier. Non, la compétitivité d'un produit vient des intrants. Quand vous avez des coûts exorbitants au niveau des intrants, sachez que vous ne pouvez pas. Ce n'est pas l'argent qui vient rendre votre produit compétitif. Alors, pour clore ce débat, je n'ai pas oui, mais non, il n'aura parlé plus que vous. Je vous donnerai la parole, en tout cas, sur d'autres sujets. On aura forcément le temps de revenir dessus. Je voulais quand même passer. Attendez, Olivier, la discipline du groupe quand même. Alors, je voulais quand même lire quelques messages des auditeurs, parce qu'il y a plein de réactions là-dessus. Et un autre auditeur qui nous dit, le Ghana revient à la nationalisation des banques, la perte de souveraineté vis-à-vis des banques, lorsque toutes les banques sont dans les mains de l'étranger. Le taux d'intérêt sont élevés dans ces conditions. Lorsque vous avez un taux de croissance de 5% contre un taux d'emprunt de 11%, signifie que vous faites un déficit de 6% pour financer l'extérieur. Et c'est compliqué, nous dit l'auditeur. Un autre qui nous dit, copions ce qui est mieux ailleurs comme le Sénégal où les étrangers ne peuvent pas ouvrir ni de PME ou PMI s'ils ne sont pas associés aux Sénégalais. Nous dit pas seulement au Sénégal, mais au Niger aussi, c'est comme ça. Ces investisseurs étrangers dont on fait cas. Mais c'est le Togo qui les soutient. Tous ceux-là qui sont venus investir. Ça, c'est pas un crime. Ils octroient leurs prêts où? C'est qui? Au niveau de Pomar, allez-y là-bas. Ils ont pris des milliards où? Cautionnés par qui? Par des nationaux. Mais imaginez-vous qu'un seul Togolais ait cette idée-là aussi de développer le marbre ou bien d'aller exploiter le marbre de Pagala. Et vous voyez une pente ou bien quelqu'un du régime allait soutenir pour que cette personne ait le truc minimum pour qu'elle démarre ses activités. Non. Tout cela qu'on crie que les étrangers viennent investir là, non. Ils ne viennent pas avec des mallettes d'argent. C'est ici. Ils prennent l'argent. Et, quelque temps après... Ça veut dire qu'ils ont un bon modèle à vendre. Non, s'ils avaient des bons modèles à vendre, ils ne quitteront pas comme ça les ruines. Non. Quand vous voyez depuis Dobi, quand vous voyez le garde de Pomar et consorts, il y a plein d'exemples que nous pouvons donner. Ces gens-là, c'est ici qu'ils sont venus, ils ont pris avec l'onction de notre gouvernement, ils ont eu des prêts faramineux. Et quelque temps après, ils sont... Alors, il y a un auditeur, on va conclure justement ce sujet, un auditeur qui nous dit que les patrons des banques prennent des commissions chez les étrangers. Ça, j'en sais absolument rien. 30 secondes. Non, moi, j'aimerais dire que pour protéger un marché, il faut peut-être que ce marché-là ait des fleurons, des industries, et on ne veut pas que d'autres viennent concurrencer donc ces fleurons-là. On n'en a pas aujourd'hui. Non, mais je ne sais pas. On n'en a jamais eu. À nous de nous le dire, à nous de dire si quel est le domaine que nous voulons protéger. Est-ce que c'est le domaine du charbon de bois? Est-ce que c'est quel domaine nous voulons protéger? Les États-Unis ont des fleurons qu'ils doivent protéger contre la concurrence chinoise. Mais aujourd'hui, nous, on a besoin de nous développer, on a besoin des capitaux. Que ce soit des capitaux des nationaux, il n'y en a pas beaucoup malheureusement, et que ce soit des capitaux étrangers, on a besoin maintenant, c'est la politique intérieure qui va permettre de garantir le bien-être de tous les Togolais et de permettre aux Togolais d'avoir beaucoup plus d'emplois. Jean-Paul Agbo, même les banques sont réticentes pour octroyer des crédits aux employés des sociétés privées, nous dit un auditeur. Allez-y. Oh, d'abord, 30 secondes sur les banques. Là également, rien n'interdit à des banques étrangères parce que je pense que là aussi il y a une confusion. Il y a beaucoup de banques au Togo, oui c'est vrai, mais il y a beaucoup de banques un peu partout. EcoBank qui a été créé par un Togolais, par un Nigérian,
s'est installé un peu partout, même si c'est pas plus eux qui détiennent la majorité des actions, s'est installé un peu partout. Que Coris Bank et puis d'autres banques étrangères s'installent ici, je ne vois pas vraiment où est la polémique. Maintenant, il faut aussi dire que on ne polémique pas, la banque, on est en train d'analyser. Il faut aussi dire que le banquier, ce n'est pas, il fait pas dans le social en fait. Si le banquier estime, parce que il faut l'argent qu'il y a à la banque, c'est pas à votre gestionnaire, c'est à toi, c'est à moi, etc. C'est aux commerçants, c'est à l'investisseur étranger, etc. C'est à eux. Donc il faut qu'ils protègent cet argent. S'ils vous le passent et que demain vous ne pouvez pas rembourser, c'est la banque qui a un problème. Donc la banque a un minimum de garantie à avoir. Ça ne veut pas dire que la banque ne doit pas financer l'activité économique, parce que ce qu'on ne dit pas suffisamment. Si la banque ne finance pas l'activité économique, la banque elle-même ne peut pas prospérer. Alors que lorsqu'on crée une banque, aussi c'est pour faire du business. Merci beaucoup Jean-Paul Lagbo. Au fait, les banques togolaises ne jouent pas leur premier rôle de financer l'économie nationale. Ça, ayons le courage de le dire, de le dénoncer. Quel opérateur économique togolais a la facilité d'avoir des crédits auprès des banques togolaises? Il n'y en a pas. Parce que ces banques-là ne sont pas dit qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas suffisamment. Il n'y en a pas, je te le dis. Bon, pas suffisamment, mais il n'y en a pas. Parce que moi, je puis avoir un projet de construction d'un bâtiment, on te dit que tout est clean et que le projet est bancable, mais on ne te donne jamais les sous pour pouvoir le faire. Il suffit que ce soit un Libanais qui se pointe ou un Malien ou un Nigérien qui se pointe et il a commencé déjà par faire le travail. C'est pas normal. Bien sûr. Selon vous, Tchakala, merci beaucoup. On va passer à l'actualité politique et à ce qu'on observe depuis quelque temps dans notre pays. Vous savez que ça parle beaucoup depuis quelques jours avec déjà le rapport de l'expert de la CEDEAO qui demande à ce CEDEAO a demandé à ce qu'on ne tienne compte que du rapport de son expert constitutionnaliste sur la question des réformes politiques, mais on va en parler. Je voulais commencer par vous, Jean-Paul Lagbo, puisque dans votre journal ce matin, vous évoquez le cas de la communauté internationale lié donc à la politique intérieure, avec le sujet lié au G5. On a vu ces derniers jours qu'il y a quand même une fatwa contre la communauté internationale au niveau de la C14, un petit peu également au niveau du pouvoir, même si officiellement le pouvoir ne prend pas la parole. On voit qu'il y a des gens qui gravitent autour du pouvoir, qui parlent notamment en évoquant la perte de la souveraineté quand la CEDEAO nous demande d'aller au Parlement avec la proposition de leur expert. Alors vous vous intéressez à cette réaction de la C14 liée donc au G5. Le G5 est la théorie du complot. Vous avez le sentiment aujourd'hui qu'on n'est pas tolérant vis-à-vis de la prise de position de la communauté internationale de la crise togolaise? Non, tolérant ou pas tolérant, c'était pas réellement le sujet. C'est plutôt la théorie, la thèse ou la théorie. Elle date pas de la C14, elle date même pas des recommandations de la CEDEAO. Elle est vieille, comme la crise politique togolaise. Cette thèse selon laquelle la communauté internationale, une bonne partie des dirigeants de la sous-région, des organisations régionales ou sur-régionales se concerteraient pour faire taire les aspirations du peuple togolais et maintenir à tout prix le pouvoir du Togo et entraver les actions de l'opposition pour atteindre ses objectifs. C'est de cette théorie-là, qu'on développe dans l'article et qui, pour parler trivialement, nous a fait un peu sourire parce que objectivement, on n'explique pas en quoi et pourquoi la communauté internationale, la France, les États-Unis, l'Allemagne, l'Union européenne, la Guinée et puis tous les autres se réuniraient pour faire taire les aspirations que représente le Togo en fait. Objectivement, dans ce concert. Vous avez dit que représente le Togo? Oui. Mais ils ne veulent pas que le Togo brûle. Si le Togo brûle, ça va contaminer les autres. Et donc, ça dit que le Togo représente quelque chose, Jean-Paul. Non. La théorie du complot part du postulat que c'est ça le complot, que ce qui est admissible chez tous les autres, ces pays-là s'organisent pour que ce ne soit pas admissible au Togo. C'est ça le complot. Ce n'est pas que la communauté internationale ne veut pas que le Burkina brûle, ne veut pas plus que le Bénin brûle. Ce n'est pas. C'est-à-dire que tu confirmes ce que je dis. C'est-à-dire que le Togo n'est pas
un cas particulier pour la communauté internationale. Le Togo n'a pas quelque chose de particulier qui fait que Donald Trump appellerait demain, comme on l'a dit dans l'article, appellerait Macron, appellerait la chancelière allemande pour dire, mes chers amis, ce qu'on va faire, ben, écoutez, il faut absolument que le 20 décembre, les élections aient lieu au Togo, parce que non. Nul n'imagine ce film-là. En fait, la théorie du complot a cette vertu d'exonérer les acteurs, les principaux acteurs de leur propre responsabilité dans cette crise. Parce que, encore une fois, je ne vois pas objectivement pour quelles raisons ces grands pays et les pays régionaux vont se réunir, se concerter depuis les années 90 pour soi-disant entraver les objectifs. Très bien. Je vous donnerai aussi la parole. Non, je vous donnerai la parole. Calmez-vous, Isidore, calmez-vous. Je vous donnerai la parole. Olivier Tchakala Alirou, est-ce qu'on pourra parler de complot contre le Togo dans le contexte actuel? Quel rôle joue la communauté internationale au juste? Non, cette communauté internationale, par moment, il arrive qu'elle joue un rôle crasseux, un rôle pas très bien, dans la mesure où on a vu, quand on se réfère un peu à notre récente histoire depuis les années 90, et on a comme cette impression que ce qu'on ne saurait admettre ailleurs, ici, il faut encourager cela. Et la dernière fois, moi j'ai trouvé ceux-là qui s'étaient pris un peu à la C14 comme n'étant pas du tout sérieux dans ce même pays. On a vu des responsables de ce pays dire que non, le Togo... Qui s'en a pris à la C14? Le G5? La dernière fois, non. On dit que la C14 a fait ci parce qu'il y aurait eu des pancartes que certains auraient sorti qu'on est en train de se... Mais on a vu dans ce pays un responsable de ce pays dire que le Togo n'est pas une colonie. Ça aussi, c'est pas une façon aussi de manquer d'égards. C'est pas une façon aussi d'en vouloir à un pays ami parce qu'entre-temps, il serait soupçonné d'être plus proche de ci ou de ça. Donc, je crois que quand quelqu'un ne peut pas, vous êtes en train de vous noyer, quelqu'un ne peut pas vous sortir, de vous éviter la noyade, il ne faudrait pas qu'il ouvre les vannes pour que l'eau grossisse et que vous vous noyez. Donc, je crois qu'il faut être sérieux. C'est pas parce qu'ils sont de la G5 ou bien je ne sais quoi, des États-Unis, de la France, que ce que ailleurs on n'admettrait pas, ils vont nous l'imposer ici. La dernière fois, il y a une feuille de route qui nous a été soumise. Mais il faut la respecter à la lettre. Entre-temps, quand on parle de mesures d'apaisement... Vous avez le sentiment aujourd'hui que la communauté internationale... Non, elle est tellement complaisante. Soutiennent eux tous le gouvernement? Il y a certains qui sont complaisants. La dernière fois, est-ce que il faut aller aujourd'hui, ce qui préoccupe, c'est les élections. C'est les élections qui préoccupent dans le cas togolais. Si tant est que c'était les élections, on en a tellement fait. Mais pour autant, il n'y a pas eu de gel de la situation. Il n'y a pas eu de décrispation de la situation. Donc aujourd'hui, on a une feuille de route. Vivement que ces gens-là nous enjoignent de respecter scrupuleusement la feuille de route. Mais quand on va à faire la fixation que non, on va aller au législatif le 20, c'est là que certains estiment que il y a une politique de 2 poids 2 mesures. Bon, en même temps, il faut préciser que ce point-là aussi est contenu dans la feuille de route de la CEDEAO. Hein. Oui, dans la feuille de route et maintenant les autres aspects. Quand on parle d'apaisement... Je rappelle juste que ça aussi est dans la feuille de route de la CEDEAO. Est-ce que c'est chez eux, ceux-là qui nous enjoignent d'aller aux élections? Chez eux, c'est dans de pareilles situations. Les processus électoraux sont menés de cette façon. Non, ce qu'ils n'admettent pas chez eux, il ne faudrait pas qu'ils nous demandent de le faire ici chez nous. C'est ça qui, ma foi, amène certains à dire que il y a le complot contre certaines aspirations des Togolais. Isidore maintenant. Non, la théorie des complots se confirme aujourd'hui, mais remontons dans les années 63. C'est l'hypothèque de 63 qui nous poursuit jusqu'à présent et ça soutient la thèse du complot de la communauté internationale contre l'aspiration profonde du peuple togolais. Est-ce que vous vous rappelez des conditions dans lesquelles le président démocratiquement élu, le premier président Sylvain Sospo, a été assassiné? Dans l'ambassade des États-Unis, avec une chargée des affaires américaines, Madame Proudhada, qui avait appelé l'ambassadeur français pour qu'on l'assassine. Mais c'est ça.
C'est ça. On est en 2018. Non, non, on est en 2018. Oui, bien sûr. Et on a maintenu ce pouvoir, on a maintenu. Permets. Je demande si juste, est-ce que ça est établi? Je suis bon, en train de poser la question. C'est devant évident. C'est en cela que nous continuons à parler d'un complot contre les aspirations du peuple togolais. Ça fait plus de 50 ans. Le dossier n'a jamais été déclassifié. On a demandé à la CDJ, parmi les recommandations, on lui a fait des investigations. Les gens sont allés pour fouiller le dossier. On a dit que le dossier n'est pas déclassifiable. Comment le président Sylvain Olympio a été assassiné? Avec le complot des Français et des Américains. Le dossier n'est pas déclassifié. Comment est-ce que vous avez ces informations? Ah mais c'est ce que nos aïeux, nos arrière-parents nous ont raconté. Ah, ça, que bon, il a été assassiné devant l'ambassade, ça c'est un fait. Je pensais que vous avez quand même des enquêtes pour savoir. C'est un fait qu'il a été assassiné devant l'ambassade des États-Unis. Oui, ça tout le monde sait. Olivier, maintenant, sur le sujet. Aujourd'hui, quand dans l'opposition, on s'attaque frontalement à la CEDEAO, au G5, disons la communauté internationale, est-ce que vous penserez, comme certains de nos compatriotes, que politiquement, ce n'est pas correct? Non, eux-mêmes, ce sont des grands hommes et des grandes femmes, donc qui connaissent mieux la politique que moi, je suppose, et qui ont des diplômes, donc et que moi, je suppose encore, et qui savent ce qu'ils font. De toutes les façons, j'estime que l'opposition togolaise a toujours commis les mêmes erreurs avec les mêmes conséquences. Cette lutte-là dure 30 ans déjà, bientôt, de toutes les façons. Et ce n'est pas que dans le parcours, sur le chemin donc, de cette lutte, l'opposition n'a pas eu le soutien de la communauté internationale. Est-ce qu'il y a un temps, la communauté internationale n'avait Dieu que pour le Togo et son opposition? Et l'Union européenne est allée jusqu'à mettre fin à sa coopération avec le Togo parce que, voilà, donc, il y avait une crise et elle avait... On a parlé de suffisance démocratique. Etc. Donc, si on me dit aujourd'hui que la communauté internationale est en complot contre l'opposition, contre le Togo, c'est une question qui me paraît bizarre, hein, parce que en réalité, cette communauté internationale veut aussi que les choses évoluent au Togo, veut que les choses avancent, moi je crois. Mais est-ce qu'elle veut que ces choses avancent à n'importe quel prix? Elle veut que ces choses avancent avec n'importe quelle stratégie? Elle veut que ça dégénère pour changer? Est-ce qu'on doit se retrouver dans un chaos total? Je crois que cette communauté internationale veut plutôt nous accompagner. Hein, donc, comme un père tient la main de son enfant, il l'accompagne jusqu'au... Est-ce que c'est ce qu'on est en train de voir Absolument. Dans la réalité? Absolument. Moi, c'est ce que je suis en train de voir. Le confrère Chakala disait qu'il y a une feuille de route de la CEDEAO qui n'est pas respectée. Oui, mais la CEDEAO, elle fait partie de la communauté internationale, non? Ou bien je me trompe? Alors, pourquoi cette feuille de route qu'on promeut et celui qui l'a fait, on dit qu'il est en complot? C'est-à-dire c'est deux choses qui sont contradictoires, à mon sens. D'accord? Si la CEDEAO a eu le courage... La CEDEAO ne peut pas proposer quelque chose pour sortir de la crise et faire autre chose. Et être en complot pour faire saboter la chose. De toutes les façons, la logique est un peu peut-être bizarre. Ça peut arriver. On ne sait jamais parce que les hommes sont ce qu'ils sont. Les faits sont têtus, hein. Mais je crois que moi, ce que je vois, c'est que la CEDEAO ne veut pas que le Togo bascule dans des lendemains incertains. La CEDEAO veut accompagner le Togo par le dialogue, par une méthodologie, une méthode de diplomatie en ne mettant pas, ou bien en ne fâchant aucune des parties. Mais à la fin... Est-ce que c'est la bonne méthode aujourd'hui? Je crois que c'est la bonne méthode. Est-ce que ce n'est pas là même qui est le vrai problème? Oui, mais qu'est-ce que nous proposons? Que la CEDEAO dise au pouvoir, bon, maintenant ça suffit, nous voulons que vous partez, ou non, je n'ai pas dit ça. C'est-à-dire qu'il y a une feuille de route notamment. Absolument. Il y a une partie qui ne respecte pas. Pourquoi est-ce qu'on ne le dit pas clairement? Oui, mais je crois que le débat va revenir à ce micro sur les propositions de l'expert. On va en parler tout à l'heure, bien sûr. Donc ça veut dire ça rentre dans le respect de la feuille de route, puisque c'est un point qui est inscrit dans la feuille de route. Donc si certains points font objet de débat, je crois que alors la feuille de route est en train d'être déployée. On ne va pas me dire que toutes les recommandations de la feuille de route doivent être déployées à l'instant où nous parlons et en même temps. Il y a un chronogramme. Donc,
essayons peut-être d'aller au... Le seul chronogramme, c'est le 20. Allons-y peut-être au-delà du 20 et on fera le bilan, on dira que non, la CEDEAO, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça, donc on n'a pas respecté la feuille de route. Jusque maintenant, la feuille de route est en train d'être déployée aussi par les deux parties, parce que l'opposition fait le travail de chien de garde et la CEDEAO fait le travail de pression de couloir sur le pouvoir togolais. Je crois que c'est la meilleure méthode pour moi. Jean-Paul Agbo. Alors, au niveau du pouvoir, des fois, il arrive de parler de la souveraineté de notre pays. Au niveau de l'opposition, il arrive de s'attaquer à la CEDEAO, notamment à certains de ses fonctionnaires. Est-ce que, encore une fois, est-ce que c'est mal politiquement? Non, moi ce que j'ai dit tout à l'heure que ça me faisait sourire, ce que je voulais dire, chaque acteur a le droit légitime de critiquer, de contester, de remettre en cause la position de tel ou tel acteur international, que ce soit les diplomates, que ce soit les organisations internationales, régionales, etc. Si la C14 estime que telle position prise par telle institution ne lui semble pas pertinente à aller dans le sens de l'amélioration des choses, elle peut l'exprimer. C'est pas ça en tout cas, de mon point de vue, c'est pas ça le débat. Elle peut l'exprimer, même s'il y a des mots qu'il faut choisir pour le faire par courtoisie, etc. Parce que c'est vers ces personnes que vous irez demain, que ce soit du côté du pouvoir comme de l'opposition. Ce qui me faisait sourire, c'est le complot, en fait. Ce n'est pas de critiquer, c'est le complot d'imaginer, Isidore le confirme, d'imaginer que quelque part dans le monde, des gens se concertent pour que l'opposition togolaise n'atteigne pas ses objectifs. Qui sont ces gens? Quand est-ce qu'ils se réunissent? Quels sont leurs objectifs? Et où ils veulent en venir? Vous avez quand même lu le message du G5 par exemple, où le G5 demande à l'opposition ou à la C14 d'aller au scrutin. Également, oui, est-ce que c'est une démonstration actuelle? Est-ce que c'est une démonstration de complot? C'est leur point de vue. C'est leur point de vue. C'est complot. Vous semblez oublier que c'est dans ce pays que les présumés comploteurs ont décrété un embargo sur notre pays qui a duré de 93 à combien? C'est ça les comploteurs. Vous vous souvenez que c'est en 2005 quand, à la suite du décès du général Yadema, quand l'armée a confié le pouvoir à Faure Gnassingbé, ces comploteurs ont dit non. Non. La CEDEAO a dit non. Non. Il y a un constat. Il y a eu l'ancien président malien qui avait dit non à l'époque. Et puis après on a dit la communauté. Non, parlons. Non. Vous avez vu les gens que je vous ai juste fini mes phrases. Nous avons une pause à observer. Ces comploteurs ont dit non, que cette succession n'était pas admissible. Ces comploteurs, à l'issue au sommet du 31 juillet, ces comploteurs ont défini une feuille de route. Merci beaucoup. Ces comploteurs ont demandé à l'UFC de quitter la CENI. On va revenir tout à l'heure sur le sujet après la pause publicitaire. Dernière partie de Taxi Presse avec mes confrères Isidore Akolor, Jean-Paul Agbo à Roleté, Olivier Adja et Tchakala Alerou. Mais avant de les retrouver pour la suite du débat, nous avons la rédaction de Taxi FM qui est en ligne. Bonjour Amen Assignon. Bonjour Eric Gator. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes au programme pour Taxi Midi. Quel est le contenu de votre journal? Alors Eric, dans Taxi Midi de ce mercredi 21 novembre 2018, forces de sécurité, médias et organisations de la société civile sont en parfaite collaboration pour des élections apaisées au Togo. On témoigne la rencontre d'échanges initiée par le ministère de la Sécurité mardi à Nanterre. On en parlera. Intégrer les questions de changement climatique dans les politiques globales de développement pour mieux actualiser le deuxième rapport biennal. C'est dans cette approche que le projet de préparation de la 4e communication nationale a été officiellement lancé mardi à Lomé. Et puis du 27 au 29 novembre, les portes de la presse togolaise s'ouvriront au grand public dans une approche de délocalisation. C'est Socodé qui accueille cette année la 5e édition de ces journées de la presse.
Très bien. Ben, on aura les détails de tout cela à 12h45 avec vous, Amen Assignon. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Retour en studio tout à l'heure avec les confrères. On reviendra sur les réformes, la question des réformes constitutionnelles avec la proposition de l'expert constitutionnaliste de la CEDEAO. D'abord, la CEDEAO qui demande au gouvernement togolais, aux acteurs, pour tout dire, de prendre en compte que le rapport de l'expert. On reviendra sur le sujet. Et puis, nous définirons à peu près, enfin, peut-être qu'on n'a pas la prétention pour le faire, mais le rôle que joue l'Église catholique dans la crise togolaise. Hier encore, on a suivi le communiqué de la conférence des évêques du Togo et tout ce qui est dit, tous les commentaires derrière tout cela. Quelques messages d'abord dans la parole à Chakala Alérou. Et il y a un auditeur qui nous dit c'est carrément une guerre entre le G5 et la CEDEAO. Un autre nous dit, par exemple, pour moi, la CEDEAO joue l'impossible pour rater l'essentiel, puisque l'essentiel est là, nous dit-il. Un autre auditeur nous dit, qui veut tuer son chien l'accuse de rage, qu'on s'en prenne à la CEDEAO, au G5 ou encore à unir. Nous, peuple, avons rien à foutre. Nous voulons manger au moins 3 fois par jour, nous dit l'auditeur. Il y a un autre auditeur qui revient vous dit, chez nous, les billets des banques font leur boulot, les diplomates viennent s'enrichir ici. Ce que le peuple revendique est simple. Non à un 4e mandat de Faure Gnassingbé, c'est tout. Faut pas tourner en rond, nous dit l'auditeur. Chakala Alérou maintenant. Non, on va essayer quand même de faire la part des choses. La dernière fois, certains se sont mis à s'attaquer à certains leaders de la C14, alors que ceux-ci ont réaffirmé qu'ils sont respectueux de l'institution sous-régionale qu'est la CEDEAO. C'est vrai, quand on a vu les gens arborer des pancartes, c'est du fait de certains militants qui extériorisaient leur état d'âme. Ça, c'est clair, mais maintenant, leur demander sortir un communiqué et les contraindre à aller à un rendez-vous qu'ils estiment que les leaders... C'est là où il y a le complot. C'est là qu'ils estiment que non, c'est pas normal. Parce qu'ailleurs, quand les conditions ne sont pas réunies, on ne va pas à des élections. On a vu aussi en Afrique, dans la sous-région ouest africaine ou dans certains pays, c'était pas encore réuni les conditions pour aller à ces élections. Les gens ne sont pas allés. Même CEDEAO a demandé à ce que les dates soient reportées. Donc pourquoi le Togo va se singulariser? On va singulariser le Togo, ce qui n'est pas faisable ailleurs. On tend à nous l'imposer ici. C'est là que moi j'estime que les leaders ont été d'une clairvoyance absolue en ne saisissant pas ce que la C14 les enjoint de faire. Le G5. Le G5 les enjoint de faire. Donc, je crois que la théorie du complot, elle existe bel et bien. Quand on a vu, depuis l'accord politique global qui a été parrainé par certains, et jusqu'à ce jour, on ne fait que refredonner le même refrain. Les réformes. Est-ce que ailleurs, ça peut durer autant de temps? On a vu, même CEDEAO sanctionner des gens qui ne respecteraient pas certaines conditions qu'on leur a posées. Mais pourquoi, bon, avec le Togo, on est tellement laxiste, on est attentiste, on attend peut-être que l'irréparable survienne avant, qu'on ne se meuve, qu'on dise que non, il faut arrêter. Donc, je crois que la C14 est en train de court-circuiter ce que nous ne souhaiterons pas que ça arrive. Très bien. Dans une quinzaine de minutes environ, nous donnerons la parole aux auditeurs sur le 93, 95, 99, 99 ou le 99, 20, 09, 59. Cet auditeur de nous dire sur notre numéro de messagerie, le 87 10 71 49 62, c'est le message WhatsApp. La coalition n'est pas du tout une domestique du gouvernement togolais, de la CEDEAO, encore moins du G5. Ces 3 entités nous prennent pour qui? Est-ce que les mineurs émargent sur les fichiers électoraux en France, en Allemagne, aux USA? Un major de l'armée en France, par exemple, a le pouvoir de faire sortir toute une école et la contrainte d'aller se faire enrôler, que personne ne vienne nous abattir dans notre pays, dans notre propre pays, nous dit l'auditeur. Il continue, nous réfléchissons quand même au Togo là. Nous n'avons pas été à l'école pour se faire bête parce qu'on a faim. Tout ceci veut dire quoi? Si ces grands messieurs de la CEDEAO et du groupe des 5 ne sont pas en mesure de comprendre les inquiétudes de la partie du peuple assoiffé de l'alternance sur le processus d'organisation de l'élection législative telle qu'elle se déroule actuellement, alors là, et qu'ils ferment leur bouche, c'est mieux, nous dit l'auditeur. Venons maintenant à la proposition de l'expert constitutionnaliste de la CEDEAO. Quand on parcourt le document qui a été finalement authentifié, on se rend compte qu'il demande que le scrutin au Togo, ce soit 2 tours,
et que le président ne soit élu qu'une seule fois, que son mandat soit renouvelé une seule fois, et puis personne n'aura l'occasion de toucher à cette loi. Quel commentaire vous en faites, Olivier Adia? Non, mais moi j'ai toujours dit que le problème togolais, c'est un pur problème de réforme. D'accord? Si nous faisons bien les réformes, aucun Togolais n'aura plus de raison de sortir dans les rues, quel que soit le leader et son charisme, donc qui appelle. J'estime que nous avons l'occasion de faire des réformes en profondeur et de ne pas avoir une constitution que nous retouchons chaque 2 ans, chaque 5 ans. Vous permettez une seconde pour partager avec nos auditeurs, ceux qui peut-être ne le savent pas encore, l'article 59 qui sera nouveau, laisse propose ceci, que le président de la République est élu au suffrage universel libre, direct, égal et secret pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels ou proroger le mandat pour quelque motif que ce soit. Il ajoute, cette disposition ne peut faire l'objet d'une révision. Article 60 nouveau, l'élection du président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés représentant au moins la moitié des électeurs inscrits. Celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin. Il est procédé le 15e jour après la proclamation des résultats définitifs du premier tour à un second tour. Seuls peuvent se présenter au second tour les 2 candidats ayant recueilli le plus nombre de voix au premier tour. En cas de désistement ou de décès de l'un ou l'autre des 2 candidats entre les 2 tours, les suivants se présentent dans l'ordre de leur classement. Au second tour est déclaré élu le président qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Allez-y maintenant. Non, je crois que vous avez oublié le si. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour, le second, voilà, donc vous avez oublié le si, c'est très important. Oui, si, il y a si là-bas, oui, bien sûr. De toutes les façons, moi je disais que il faut bien faire les réformes. Et cette proposition me paraît la meilleure et la bonne. Mais il ne faut pas oublier que c'est une proposition qui va être soumise donc, à la CEDEAO, au Parlement et aux acteurs togolais qui certainement vont aussi analyser et procéder donc à leur, en tout cas donner leur vision du travail qui a été fait. Donc il ne faut pas présenter ce travail comme un travail définitif qui va être transporté en l'état au Parlement et que le Parlement va le voter en l'état. Mais j'estime que le fond, le travail dans le fond, moi monsieur personnellement, mais ce n'est pas moi qui décide. Donc c'est les acteurs politiques qui décident. De toutes les façons, au vu de ce travail, la CEDEAO vraiment est en train de réussir sa mission. Oui, je comprends, nous les citoyens, le peuple togolais, nous sommes pressés de voir un certain nombre de résultats. Et ce que nous ne voyons pas, nous estimons que alors il y a un complot derrière qui que ce soit. Je vais terminer là-dessus une seconde, c'est que sachons bien que même si on soumettait ce test-là en l'état et qu'on allait aux élections, on en trouvera toujours des gens qui vont contester ces élections. Et aussi le test, il ne faut pas oublier, il y a son interprétation qui va arriver. C'est-à-dire, après avoir voté, moi je préfère qu'on vote et après on fait nos débats togolais. On verra bien. On reviendra sur le sujet. Allez-y. Non, l'expert est allé plus loin que ce que nous souhaitions. Qu'est-ce que vous souhaitiez? L'article 59, en aucun cas, se retrouve dans une autre formule que nul ne peut. Nul ne peut, non seulement nul ne peut, mais plus loin, il disait que on ne veut pas proroger le mandat pour quelle raison que ce soit. Mais ça, le nul, en aucun cas. Et aussi, on a verrouillé l'article 59. Cette disposition ne peut faire l'objet d'une révision. Ça, c'est formidable. Et c'est formidable, vivement que nous puissions remettre le pays sur les rails. Mais au-delà de ces 3 articles, moi je dis qu'il y a un article très important qui nécessite une révision, l'article 66. Sinon,
Le chef du gouvernement. Le chef de gouvernement. Tu y tiens, hein? Ah oui, et ça, personne n'en parle Que le Premier ministre n'est pas un boy scout du président de la République. Non, pas ce boy scout, on peut aller à des élections et une majorité serait dégagée à l'Assemblée. On va nommer n'importe qui comme Premier ministre et on est encore dans la crise. Merci beaucoup, Isidore Akolo. Jean-Paul Agbo. Quel commentaire, Le travail, oui, des experts. Parce qu'aujourd'hui, certains semblent dire que le gouvernement est pris dans un traquenard. Enfin, le confrère de fraternité a été clair là-dessus ce matin. Bon. Oui, c'est son analyse. Je ne sais pas si le gouvernement est dans un traquenard. De toute façon, Olivier l'a dit, c'est un travail technique qui a été demandé par d'expertise, qui a été demandé par la CEDEAO. On lui a transmis. À son tour, il a remis aux acteurs. Maintenant, il va se passer quelque chose, c'est que il va y avoir un débat au Parlement. Et puis, suite au débat, s'il y a soit une loi sera votée ou alors il y aura encore blocage et peut-être on va aller au référendum. Mais en tout état de cause, c'est que la CEDEAO va regarder si finalement le texte soumis aussi bien au Parlement pour adoption ou alors en cas de blocage au référendum est conforme à ces recommandations qui, tu l'as rappelé, les trois éléments essentiels. Et s'ils ne sont pas conformes, et ça rejoint un autre débat antérieur, c'est que il appartiendra, tout le monde crie, tel a violé la feuille de route et les autres, personne ne respecte personne ne respecte la feuille de route. C'est à la CEDEAO qui dira finalement le 22, lors du sommet des chefs d'État, s'il y a eu non-respect de la feuille de route, s'il y a eu violation. On aura voté déjà. Qui aura violé. Et là, on aura le mot de fin de la CEDEAO par rapport à la mise en œuvre de la feuille de route, y compris sur le texte qui aura été adopté ou rejeté par l'Assemblée nationale. Parce qu'il faut qu'il y a... Mais ce que je remets simplement juste un mot, que bon, il a fallu un expert sénégalais pour nous sortir. Oui, mais c'est dommage. Oui, justement. C'est dommage. Est-ce que c'est pas le vrai problème? Nous-mêmes autour dans ce studio, on aurait pu l'écrire, quoi. Non, ce n'est pas le vrai problème aussi. Mais le problème du Togo, s'il faudrait que ce soit quelqu'un qui vienne d'ailleurs pour quand même... On se plie. Absolument, parce que ça fait déjà des décennies qu'on tourne autour de cette constitution. On ne s'entend pas. Et la CEDEAO même est convaincue que les acteurs politiques ne s'entendront jamais autour de ces points-là. Donc la souveraineté nous a été arrachée. Oh, non, mais c'est quand ça nous arrange qu'on dit que non, ben, le Togo est souverain, nous attendons nous imposer. Donc la dernière fois, je crois que le travail fait par l'expert sénégalais, c'est un travail très fourni, c'est un travail qui a pris en compte les normes actuelles qui existent au niveau de presque toutes les constitutions de la sous-région. Donc je crois que c'est un travail d'orfèvre qui a été fait. Ça aura le mérite de départager tous les acteurs politiques. Donc, il ne peut pas avoir polémique autour de cette question-là. Parce que les préoccupations des uns et des autres ont été prises en compte. Il ne faut pas oublier que l'expert vient de la communauté internationale. Hein. Non, 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 ce que moi je me permettez que je lance un appel. Sinon, c'est un travail d'orfèvre qui a été fait et vivement que pour une fois de bon, les acteurs laissent leurs petits calculs de côté et que ils apprécient à sa juste valeur cette mouture que leur ont été. On donnera la parole. Pour une fois, je suis d'accord avec Kakala. Juste une seconde. Pour une fois, je suis d'accord avec Kakala. Juste une seconde. On la parole aux auditeurs. Juste une seconde. Oui, c'est le lieu d'en appeler à la sagacité de tous les acteurs pour que l'édition de couloir puisse commencer. Justement. Parce et je voulais justement prendre la barre le bon. Merci beaucoup de me trouver un mot de transition pour revenir sur la dernière sortie de la conférence des évêques du Togo, qui a aussi hier dans son message appelé quand même à la vraie sagacité des acteurs politiques, des protagonistes de la crise, de faire quelque chose parce que nous courons un danger réel aujourd'hui à constater la conférence des évêques du Togo qui s'est appuyée sur un message fort quand même du prophète Ésaïe. Ésaïe 62 notamment où on va dire le sacrificateur avait quand même poussé quand même un cri pour en appeler à ses concitoyens à l'époque. Comment est-ce que vous jugez finalement ce message des prélats, des évêques du Togo? Ils se mêlent trop de la politique finalement?
Oh, bon, moi je ne dirais pas qui se mêle trop de la politique, mais vous savez, l'Église fait partie donc de la société et elle est appelée même à s'intéresser à la vie donc de notre société. Donc c'est normal parce que avant d'être dans un parti, en réalité on a une conviction religieuse et la religion et la politique ce sont des parents ou des filles donc d'un même parent ou bien en tout cas d'un même père plutôt. Et le fond, peut-être il faut apprécier le fond de ce que les prélats disent. Donc ils ont relevé la situation politique qui prévaut au Togo et exprimé leur inquiétude donc pour un lendemain. Et j'ai vu certains dire que non, les prélats, voilà, ils sont en complot, ils attendent, qu'est-ce qu'ils attendaient? Non, mais il y a trop de complots au Togo. Qu'est-ce qu'ils attendaient? Parce qu'il y a un des prêtres qui est récemment attaqué, donc ils viennent, c'était préparé d'avance. D'autres, et dans l'autre camp aussi, se posent des questions. On se dit que à quoi joue au juste donc l'Église, parce que elle a pratiquement repris donc les refrains d'une partie donc de la classe politique dans la rue aujourd'hui, en disant que voilà, à l'extérieur notre pays est présenté comme si, comme ça. Donc il y a aussi en même temps, cette position de l'Église, est-ce qu'elle est différente des positions antérieures? On se rappelle encore du message du septembre 2017. Moi, j'ai eu quand même le temps ce matin de revisiter le message qui a été diffusé en septembre dernier. C'est presque la même chose. Oui, mais on appelle aux réformes. Oui, au même moment, il y a toujours aussi les mêmes réactions, donc qui sont diverses par rapport donc au message. Je ne dis pas que les réactions viennent aujourd'hui, mais à tout moment que l'Église sort, donc il y a des réactions, il y a donc des gens qui sont pour ou qui sont contre. De toutes les façons, l'Église a exprimé ce qu'elle pensait et certains donc des acteurs politiques ont aimé, d'autres n'ont pas aimé parce qu'on estime que l'Église aujourd'hui est en train de s'aligner derrière l'opposition, est en train de reprendre les mots d'ordre de l'opposition. Toutefois, alors que l'Église devait être à équidistance entre les deux camps. Bon, c'est à chacun d'apprécier. Bien sûr. Jean-Paul Agbo, est-ce que l'Église est-ce qu'elle a un rôle à jouer aujourd'hui dans la résolution de la crise politique au Togo? Est-ce qu'elle a un rôle à jouer? Rôle d'aiguilleur, j'allais dire. Moi, pour être franc, j'ai pas lu la dernière sortie, mais l'Église a un rôle dans notre cité, celui de montrer le chemin, celui du chemin idéal. Donc, parce que l'Église, c'est l'idéal. L'Église ne doit pas être dans nos contingences, dans nos polémiques politico-politiciennes. Parce que dans la communauté de l'Église, vous avez des gens qui sont à unir, qui sont honnêtes, qui sont à l'ANC. Donc les positions doivent être des positions, j'allais dire, qui montrent la voie, qui montrent l'idéal, des positions de principe. Pour moi, l'Église peut dire, oui, il faut faire les réformes parce que ça correspond à l'heure du temps, ça correspond à une grande aspiration. Mais l'Église ne doit pas aller dans les détails de ces réformes. Parce que là, vous ouvrez la voie des polémiques. La question de l'alternance, par exemple, non, il n'est pas du ressort de l'Église de dire qu'il faut faire l'alternance, c'est ça? Non, l'Église peut dire, quand je dis détail, l'Église ne peut pas dire, bon, mettez plutôt un point virgule là, disons que l'UFC n'est pas de l'opposition parlementaire, tout ça. Là, on est dans des détails, dans des considérations politico-politiciennes qui peuvent ouvrir à des polémiques. Mais l'Église peut relever le niveau, dire, montrer la voie, que pour éviter, parce que si demain il y a quelque chose qui se passe, on va interpeller les hommes d'église, pas que la communauté catholique, on va dire, vous étiez là, est-ce que vous avez montré la voie? On va le leur reprocher. Donc, que l'église sorte de temps en temps pour dire non, là vous allez trop loin, là vous n'allez pas suffisamment loin, faites plutôt ceci, oui, mais encore une fois en restant dans son rôle qui doit être celui d'être à l'équidistance des deux camps sur les questions de détail. Je donnerai la parole tout à l'heure aux auditeurs qu'ils passent encore quelques secondes. Isidore. Non, moi j'ai apprécié cette sortie et les évêques, les prélats sont constants. Et c'est cela que j'invite les autres communautés religieuses aussi à leur emboîter le pas pour qu'on ne dise pas que pourquoi tel ont pris telle décision. Et ceux qui fustigent plutôt cette sortie des évêques, je me dis, peut-être ils ont oublié l'anecdote de Lazare et le riche, que le riche se retrouvait maintenant
dans les affaires et demander à Lazare d'envoyer quelqu'un et conseiller ceux qui sont sur terre que bon, il faut suivre telle voie. Donc, ils sont les représentants de Dieu sur terre. C'est à eux de nous montrer la voie et je pense qu'ils ont joué leur rôle. Alors, quelques séquences quand même du message des évêques du Togo. Les évêques hier, là je vais lire les morceaux choisis par le confrère Savoir News ce matin dans son article. Les évêques du Togo ont dénoncé la mauvaise foi des protagonistes de la crise qui secoue le pays. Ils disent notamment « Aucun Togolais n'est fier du spectacle désolant que nous imposent continuellement les acteurs politiques de notre pays. Depuis des décennies, la lutte pour la liberté, la démocratie, l'alternance politique ainsi que le processus de réconciliation de notre pays n'ont jamais abouti à cause de la mauvaise foi des acteurs politiques, plus soucieux de leurs intérêts personnels que du bien commun. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, l'espoir suscité par l'implication de la CEDEAO dans la résolution de la crise qui secoue le pays depuis plus d'un an à travers la désignation des facilitateurs, cède lentement le pas à la désillusion et à la déception. Le désespoir, une fois encore, s'est emparé du pays. Comme tant de citoyens et d'observateurs étrangers de notre crise, dit-il, estiment que la préparation unilatérale des élections en violation flagrante de certaines dispositions contenues dans la feuille de route des médiateurs de la CEDEAO risque de conduire de nouveau le pays vers le chaos. Et je vais finir sur, il est en effet évident que la tenue des élections sans les réformes qui s'imposent ne résoudra pas le problème togolais. Elle ne fera qu'exacerber les tensions et les violences. Une minute, Tchakala. On a la parole aux auditeurs. Non, c'est des illuminés. Comment ça? Non, mais tout ce qu'ils ont eu à faire comme constat, cela relève de la pure réalité. Ce que nous vivons tout le temps. Ils n'ont pas indexé tel chapitre et tel autre. Ils ont parlé des acteurs politiques. Ça veut dire que tous sont dedans. Tous peuvent concourir à ce que l'embellie se fasse dans ce pays. Parce que ça fait déjà des décennies que nous traînons les mêmes tas. À partir du moment où on ne s'est pas entendu et que certains sont venus prendre à bras le corps nos problèmes, on se doit de se soumettre à cela. On n'a pas besoin de dire que non, au nom de notre souveraineté, on va faire ci et ça. Si l'antidote qui nous a été prescrit est le bon, est le meilleur, je crois qu'il faut aller par ça. Il ne faut pas renfrogner la mine en prenant ces produits-là qui nous ont été proposés pour guérir le mal dont nous souffrons. Donc, l'Église catholique, elle est constante, elle joue son rôle, et je crois que les acteurs politiques se doivent quand même de lire ce qu'ils nous ont demandé de faire. Parce qu'il en va de l'honneur des Togolais et de l'image même de notre pays. Parce qu'on ne peut pas tout le temps tourner en rond pour les mêmes questions. Alors, il y a cet auditeur qui nous dit l'Église ne doit pas être équidistante des positions. L'Église doit dire la vérité. Et si la vérité rencontre la position d'une partie, tant mieux. Allô? En politique, la vérité. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Cyril Le Saint. C'est monsieur? Cyril Le Saint. Ah, monsieur Cyril Le Saint, nous vous écoutons. Oui. Je voulais intervenir par rapport à la communauté internationale toujours. Un peuple qui voulait avoir son propre monnaie et vous avez tué son président. Vous savez ce que ça pèse politiquement? Bon, il n'y a que ça qui est visible. Mais il y a plusieurs choses qui ne sont pas visibles. Il y a une grande différence entre la réalité et la vérité. J'invite les journalistes d'aller faire des recherches plutôt. Moi, je ne suis pas journaliste, mais j'ai fait des recherches et j'ai touché certaines choses qui m'ont épeuré.